L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Qualita. Maître Pierre Lursa, bonjour. Merci d'être avec nous sur studioqualita.com. On va vous demander de parler bien dans le micro pour qu'on puisse vous entendre. Voilà. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes avocat et nous avons choisi de vous faire venir ici dans le studio pour parler de cette rentrée parlementaire un peu mouvementée, en particulier autour de cette loi française. Élie Lalouf nous en disait un mot tout à l'heure concernant la polémique autour de cette loi française. La première question que je vous pose, c'est une sorte de manière de rebondir sur ce qu'il avait dit. Finalement, pourquoi cette loi devrait être votée si même le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mandelblit, eh bien, s'y oppose et affirme qu'elle n'est pas apparemment constitutionnelle, on va dire. Cette loi, il faut le rappeler pour nos auditeurs, la loi française, eh bien, c'est la loi qui doit permettre d'offrir une immunité totale à un Premier ministre dans le cadre de l'exercice de ses fonctions face à des poursuites pénales, hein, dans certains cas, pas dans tous les cas. Hein. Alors oui, absolument, il faut faire des distinctions. Il faut rappeler peut-être en droit français, puisque tout le monde parle de la loi française, mais voilà, personne n'a été... Ça. Qu'est-ce que c'est la loi française en France? Vous avez un principe d'immunité du chef de l'État qui est inscrit dans la Constitution, l'article 67, et qui dit en fait que le chef de l'État ne peut pas être poursuivi pour les actes qui relèvent de sa fonction. C'est-à-dire que, évidemment, on fait une distinction évidente entre un président de la République qui prend une décision politique, qui ne pourra pas être poursuivi pour cette décision. Si maintenant il va, s'il vole, s'il commet un acte de malversation, il pourrait être poursuivi en droit français. S'il est par exemple soupçonné de corruption. Alors s'il est soupçonné de corruption, le président de la République en France, eh bien, il bénéficie de ce qu'on appelle l'inviolabilité. C'est-à-dire que pendant son mandat, il ne sera pas poursuivi, mais oui. Un mois après son mandat, il sera poursuivi. Un mois après la fin de son mandat. Donc je suis un peu étonné des propos de beaucoup d'observateurs, de commentateurs de la vie politique israélienne, et notamment de Mandelblit, qui a dit, je crois que c'est lui qui a dit le chef de l'État, la maison... Ça serait un refuge. Ça devient un refuge pour des criminels. Il ne faut quand même pas dire n'importe quoi. En France, on ne peut pas être un président qui commettrait un acte criminel sera poursuivi simplement après la fin de son mandat. Et l'idée, je dirais, la raison, elle est toute simple, c'est qu'on ne veut pas que des poursuites empêchent le président de remplir ses fonctions. Et en Israël, on connaît bien le problème, puisque ça ne date pas d'hier, ça ne date pas de Netanyahou. Le premier Premier ministre qui a été empêché, qui a dû démissionner, vous vous rappelez, c'était Rabin, je ne sais même plus en quelle année. C'était en 1977, pour l'histoire du compte bancaire, c'était quand même un délit de son épouse. De son épouse, un délit tout à fait mineur. Elle avait quelques centaines de dollars sur un compte américain qu'elle avait oublié. Elle était oui, mais certains diront justement que cela prouve les changements intervenus dans la classe politique israélienne au niveau moral et éthique. C'est-à-dire qu'à l'époque, Yitzhak Rabin avait démissionné parce qu'il estimait qu'il était de sa responsabilité de démissionner, qu'il n'avait pas été à 100% clean, même si c'était sa femme qui avait commis une erreur. Et là, on a l'impression que finalement, Binyamin Netanyahou, lui, développe une toute autre approche, quoi, on va dire. Non, évidemment, les temps ont changé, mais je crois quand même que même à l'époque où Rabin avait démissionné, il l'avait fait parce qu'il y avait une pression. Rappelez-vous qui était à l'époque le procureur de l'État, c'était Aaron Barak, c'est pas un hasard. Ouais. Donc c'était à mon avis... Aaron Barak, l'ancien président par la suite de la Cour suprême, celui de l'activisme juridique. De l'activisme judiciaire, absolument. Donc à mon avis, c'est là le début de toute cette problématique et le début des excès du pouvoir judiciaire. Ça date de cette époque-là. C'est-à-dire que dès cette époque-là, on a vu qu'un Premier ministre pouvait démissionner finalement pour des broutilles, simplement parce qu'il a peur du pouvoir judiciaire. Alors finalement, est-ce que c'est pas peine perdue pour la coalition gouvernementale de vouloir initier ce type de projet, que ce soit rétroactif ou pas rétroactif? C'est-à-dire qu'apparemment, d'après l'ensemble en tout cas d'après David Bitan, qui est le président de la coalition gouvernementale, qui veut déposer ce projet de loi, ça ne sera pas rétroactif, c'est-à-dire que ça ne concernera pas Binyamin Netanyahou. Alors, en supposant que c'est le cas, effectivement, finalement, ce n'est pas peine perdue, puisque à la fin, au bout du compte, eh bien, il y a la Cour suprême, et que lorsque quelqu'un se prendra la peine de déposer un recours contre cette loi devant la Cour suprême, et la Cour suprême a de fortes chances de casser ce type de loi.
Justement, bah oui, vous mettez le doigt sur le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, la Knesset est presque empêchée, elle aussi, de faire son travail par la Cour suprême. Et ça, c'est le problème de fond qui va devoir être réglé. Et Ayelet Shaked a commencé à régler ce problème, mais peut-être de manière encore insuffisante, parce qu'il ne suffit pas de modifier le processus de nomination des juges. Il faut vraiment qu'une fois pour toutes, la Cour suprême soit remise à sa place. Dans une démocratie, la Knesset légifère, le pouvoir exécutif prend les décisions, et les juges tranchent les affaires qui leur sont soumises, mais on connaît dans aucun pays au monde la situation qu'on connaît actuellement en Israël, où toute décision gouvernementale a cette épée de Damoclès au-dessus d'elle qui fait que finalement la coalition majoritaire dans le pays ne peut pratiquement pas gouverner. On a vu ces derniers mois, je dirais, 4 lois fondamentales qui ont été votées en plus symboliquement chacune par un parti différent au sein de la coalition, et finalement elles ont toutes été invalidées pour des raisons plus ou moins grotesques d'ailleurs, y compris des raisons de procédure sur lesquelles la Cour suprême ne devrait pas du tout s'immiscer. Donc, et là on se demande, même si la Cour suprême ne va pas peut-être invalider les accords conclus entre Israël et les pays d'Afrique pour rapatrier les clandestins, ce qui serait aussi un précédent. Ça s'est déjà produit il y a quelques mois. Oui, alors un accord diplomatique entre deux pays souverains, c'est vraiment, je dirais, c'est le cœur de l'activité diplomatique politique d'un gouvernement sur lequel la Cour suprême n'a aucun mot à dire. Donc on a vraiment une chutzpah judiciaire qui date, comme on l'a dit, d'Aaron Barak, et à laquelle il faut mettre fin. Il faut noter qu'aujourd'hui rentre en fonction la nouvelle présidente, c'est aujourd'hui ou demain, la nouvelle présidente de la Cour suprême, Esther Hayut. Est-ce que, d'après vous, qui êtes juriste, on peut s'attendre à un changement peu à peu et que justement l'influence très massive du président de la Cour suprême des années 90, Aaron Barak, est en train de s'estomper, ou finalement elle reste très, très massive? Je crois que d'après ce qu'on a entendu d'elle et d'après ses déclarations, malheureusement, elle est encore dans cette ligne de l'activisme judiciaire. Oui. Dans le même moule. Alors, cette polémique autour de la Cour suprême nous amène au discours du président de l'État, Reuven Rivlin, lors de la session inaugurale de la session d'hiver. Reuven Rivlin, qu'il faut se rappeler, lorsqu'il était président lui-même de la Knesset, il a été longtemps président de la Knesset, avait lui-même émis des réserves et des critiques envers cette implication de la Cour suprême dans le travail parlementaire et dans l'action du pouvoir législatif. Et là, Reuven Rivlin semble avoir changé son fusil d'épaule, et il critique ceux qui critiquent cette ingérence de la Cour suprême. Oui. Et il s'en est pris à Binyamin Netanyahou, au gouvernement. Comment vous expliquez ce positionnement changeant du président? Oui, c'est pas la première fois qu'on voit Reuven Rivlin, je dirais, se ranger à gauche de l'échiquier politique, et c'est pas non plus la première fois qu'on voit un président intervenir comme ça de manière très brutale dans le débat politique. Mais je crois quand même il a battu tous les records. On peut dire que ceux qui étaient tolérés à Shimon Peres parce qu'il y avait son background de personnalité politique qui avait marqué toute l'histoire d'Israël, n'est peut-être pas aussi toléré, je sais pas. Disons que de la part de Shimon Peres, ça n'étonnait personne parce qu'on savait qui c'était. Mais Reuven Rivlin, qui vient quand même des rangs du Likoud, du Bétar, en plus. Là, effectivement, il a beaucoup surpris. Et moi, je dirais, dans son discours sur la mamlartiout, sur donc la neutralité de l'État, je pense que lui-même, c'est lui-même qui a enfoncé le dernier clou dans le cercueil de la mamlartiout, parce que son discours la mamlartiout, comment on peut le traduire? Moi, je dirais c'est la neutralité de l'État, c'est-à-dire que l'État doit être neutre, qu'il faut respecter les institutions, indépendamment des clivages politiques. Eh bien, lui-même, il s'est finalement hier conduit à la Knesset comme un homme politique et pas du tout comme un président. Alors qu'ils ne viennent pas se plaindre que la mamlartiout n'existe plus, parce que c'est lui qui a porté le dernier coup, pour le peu qu'il en restait. Et rappelons aussi à qu'aurait dit Jabotinsky, Zev Jabotinsky, de ce discours de Reuven Rivlin, Jabotinsky, dont vous avez traduit la biographie, et l'autobiographie, et qui est, en fait, dire le maître même idéologique sur le principe de Reuven Rivlin. Bien sûr, je pense que, pour dire les choses brièvement, il serait pas très fier, parce que effectivement, on est très loin du Hadar. Le Hadar, c'est aussi la mamlartiout, c'est-à-dire je pense que le prestige. Oui, le prestige. Je pense que Reuven Rivlin, surtout,
quelque part, finalement, il s'inscrit dans ce courant aujourd'hui de la gauche. On a vu aussi la présidente de la Cour suprême qui n'a pas voulu se rendre aux cérémonies du 50e anniversaire de la guerre des 6 jours au Gush Etzion. Je veux dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus dans le consensus national historique en Israël que le Gush Etzion? Qu'on soit de droite ou de gauche, le Gush Etzion, ça fait partie d'Israël aujourd'hui. Et j'ai trouvé vraiment que c'était une attitude tout à fait lamentable. Et là, vraiment, qu'est-ce qui peut se plaindre qu'il n'y ait plus de mamlartiout, alors que ce sont eux-mêmes, c'est cette attitude-là de la Cour suprême, aujourd'hui du président de l'État, qui porte atteinte à ce qui restait de la mamlartiout. Eh bien, Pierre Lursa, merci d'avoir été avec nous, de nous avoir expliqué un peu votre point de vue et ce positionnement, cette problématique autour de la loi française. Il y a d'autres lois, il y a d'autres lois qui sont sur la table des responsables de la Knesset et qui peuvent aussi susciter une polémique et peut-être même remettre en cause la coalition gouvernementale. La loi, bien sûr. La loi sur l'État-nation, la loi sur... je pense que finalement, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est la deuxième étape du à part de 1977. La droite est arrivée au pouvoir avec Menachem Begin il y a presque 40 ans. Et aujourd'hui, elle est enfin en train de prendre le pouvoir véritablement. Et c'est pas facile. Et il y a beaucoup d'opposition de tous les côtés. Eh bien, merci encore Pierre Lursa d'avoir été avec nous, de nous avoir expliqué un peu ce que vous pensiez, votre analyse sur ces développements en matière législative, en ce début de session d'hiver de la Knesset. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite passer une agréable journée. Merci à vous. Voilà, il est 9h03 sur studiokalita.com. Eliana Gurfinkel nous a rejoint pour nous présenter les programmes de Cathy Choukroun tout de suite après cette heure d'actualité. Exactement. Alors, on aura un Israël comment ça marche avec Cécile Abergel qui nous parlera du développement personnel grâce aux cartes thérapeutiques et les fleurs de Bach. Ensuite, on aura un focus association. Ce sera David Alouche qui nous parlera de son association Young Diplomats qu'il a créée. On aura une actu culturelle avec Raphaël Rebibo qui est le réalisateur du film Amor, dont il nous parlera. Et enfin, on aura en grande figure, les figures d'Israël, ce sera Eve Bokara qui nous parlera de David Ben Gurion. Voilà, et je cède très rapidement la place à Elisara qui va tout de suite avec vous vous présenter la fameuse Mizvada qui est de retour sur studiokalita.com. Passez une agréable journée, bye bye.